comprendre la résistance policière implique de ne pas oublier que les policiers sont situés au cœur de la machine répressive, ce qui confère une efficacité terrible à la répression quand ils font du zèle, ce qui confère une efficacité capitale à leurs actes de résistance. Mais pour être efficaces, ils sont obligés de participer à la répression, ils sont obligés de continuer à participer aux affaires, aux arrestations. Pour moi, quand je suis sorti d'entre leurs mains, déjà la première fois, mais encore plus évidemment la seconde, pour moi c'était l'ennemi. Il n'y avait aucun problème, pour moi c'était des gens qui étaient complètement aux ordres de l'ennemi et qui cherchaient à faire le maximum pour plaire à l'ennemi. Beaucoup plus tard, j'ai découvert que des policiers, enfin on me l'a raconté, c'était vrai, avait essayé de me faire prévenir. Ça n'a pas marché à cause d'un malentendu, comme ça peut arriver dans ce genre de choses. Mais c'est comme ça que j'ai découvert que même, enfin je parle de 42 là, hein, même encore, quelles que soient les choses, en 42, il y avait déjà, j'ose dire, le ver dans le fruit avec des résistants déjà qui essayaient de faire quelque chose. Mais il y en a quand même qui ont été sauvés grâce à ces avertissements qui ont été faits par des agents. Il faudrait quand même le dire, parce qu'il ne faut pas considérer que tout est noir et tout est blanc, parce qu'il s'en est trouvé, par mieux, je vous donnais ces exemples, il s'en est trouvé quelques-uns qui se sont très bien conduits. C'est si vrai que les mouvements de résistance imposent à leurs membres policiers de rester dans l'administration, leur interdisent de démissionner, de partir au maquis, car ils sont utiles là où ils sont, pour fournir des renseignements, pour fournir des faux papiers. Et donc pour ça, il ne faut pas qu'ils soient identifiés comme résistants, qu'on continue à leur confier des renseignements, qu'on continue à leur confier des missions qu'ils pourront transmettre à la résistance. C'est tout le risque, toute l'ambiguïté du double jeu nécessaire pour un policier résistant. Bon, avec M. Collin, je n'avais pas de conversation confidentielle. C'était un chef pour moi. Et un jour, j'étais de permanence, il m'appelle, il me dit, voilà, l'officier de permanence est chargé tous les 15 jours d'aller chercher la liste des dénonciations. Car les Allemands recevaient les lettres, mais ils les condensaient. Le nom, l'adresse, un motif des fois, mais ça faisait pas plus de 2 lignes. Et en tous les cas, ça c'était utilisé par le service, 50 inspecteurs en 15 jours. Et la fois d'après, ça a toujours été moi. Les fois d'après, toujours été moi. Alors à la libération de Paris, c'est la seule chose que j'ai eu, la seule question que je lui ai posée. Monsieur Collin, la première fois j'étais de permanence, c'est normal, mais tout le temps après, ça a été moi. Et alors il m'a regardé avec un bon sourire de père de famille, il m'a dit, tu voudrais savoir, hein? Je dis oui. Maintenant, tu sortais de la rue des Saussets, tu allais dans une pharmacie au 6 rue du Faux, rencontrer une certaine Madeleine Lévy. Et c'est seulement après qu'elle ait recopié les listes qu'elle dispatchait donc vers la résistance juive, c'est à ce moment-là seulement que tu rentrais à la préfecture de police. Il le savait. Et il y a eu un soir où il y avait un seul agent, parce qu'il y avait eu beaucoup d'arrestations, beaucoup d'arrestations le mois de juillet 42. Ça a été une année terrible. Et là, cet agent c'était un bon gros, vous savez, un bon gros, tout cela. Et moi, j'étais sur le banc, loin de lui. Mais à ce moment-là, il a commencé à faire des petites cocottes en papier, des choses comme ça. Et puis, je me suis rapprochée, il a commencé à me parler. Et ça, c'était très émouvant. Parce que c'était un homme qui était absolument contre l'occupation. Et qui m'a expliqué que peu de temps avant, il avait gardé un petit qui avait été arrêté et qui avait été donc terriblement torturé, déjà avant qu'il soit lui de garde avec lui. Et il dit qu'il était tellement mignon, il avait 18 ans, c'était un petit juif, il était tout frisé, il avait des grands yeux noirs, on aurait dit un petit Jésus. Et il dit, vous savez, il était tellement courageux. Et le dernier soir, quand il a été appelé aux interrogatoires, il m'a dit,
je ne dirai rien. Je ne parlerai pas. Et on l'a ramené 2 heures après. Et on le traînait tellement qu'il avait été torturé. Et il est tombé par terre. Et quand après ils sont partis, les inspecteurs qu'ils sont partis, je suis restée, je me suis penchée pour eux, avec un peu d'eau, tout ça. Et il m'a dit, je vous l'avais promis, mais j'ai pas dit un mot de moi. Et il pleurait en me racontant ça. Et alors, les Juifs qui venaient pour signer le registre, ben, je leur disais, voilà, est-ce que vous avez la possibilité de partir tout de suite, ou en province, ou en zone libre? Et si vous n'avez pas les papiers nécessaires, dites-le moi, je verrai quelles sont mes possibilités pour vous faire. Je ne demandais pas s'ils étaient ni communistes, ni s'ils croyaient au Dieu, ni s'ils ne croyaient pas. Vous voyez, pour moi, la résistance, c'était la résistance. J'aidais tous les gens qui étaient susceptibles d'être arrêtés par leurs actions. Je ne faisais pas des faux papiers que pour les Juifs, hein, attention. C'est une des raisons de notre présence dans la résistance au sein de la police. Faire des faux papiers était très simple. J'ai eu tout de suite une idée qui, je pense, était très bonne, c'est de les faire naître en Afrique du Nord, en Algérie. Parce qu'il n'y avait plus de possibilité de contrôle, puisque les Alliés étaient installés là et que toutes les communications étaient coupées, on ne pouvait plus vérifier. Et donc je me suis trouvé recruté, absorbé par la résistance. Moi, je n'aurais pas du tout su à qui m'adresser, je n'avais pas la moindre idée d'ailleurs de ce que ça pouvait être et où ça se trouvait. Et c'est comme ça que je me suis retrouvé embrigadé dans les rangs de combat, renseignements faux papiers. Le travail de renseignement et de faux papiers fait par un service de police, évidemment, est extrêmement important et pour un mouvement de résistance, parce que c'est vrai que dans un service de secrétariat et surtout de comptabilité à l'intérieur de la police, on sait tout, on sait énormément de choses, on sait les opérations en prévision, on sait combien de gens vont se déplacer, par quel train où ils vont aller, en fait. Je cherchais à avoir, avec mes camarades, hein, toujours, des renseignements sur les gens de la Gestapo, etc., pour évidemment leur faire un sort, ce qui est arrivé à l'un d'entre eux d'ailleurs, qui avait une magnifique propriété dans l'île des Loups ou dans l'île de Beauté, je ne me souviens plus, à Nogent-sur-Marne. Vous savez, la région de Nogent-Champigny, toutes ces régions sur les bords de Marne, c'était des lieux de détente pour ces messieurs de la Gestapo, des voyous, parce que tout ça c'était la même chose. Il y avait des équipes, des souteneurs qui venaient là au vert avec leurs compagnes. Vous voyez? Et j'étais donc dans ce milieu-là toujours. Et un beau jour, un contact vient me voir au commissariat, me dit, dis donc, tu recherches un des chefs de la Gestapo française, qui est dans l'île des Loups, là, et qui reçoit, etc. Depuis le temps que je cherchais à savoir pour donner les renseignements à mes camarades de la résistance. Et il vient me dire, tu le recherches, moi je vais te donner la possibilité de le voir et d'avoir un contact avec lui. C'est qu'il m'a dit qu'il avait besoin d'une carte d'identité. Il dit, je vais te l'amener au commissariat, tu vas lui faire. Et tu vas essayer de lui faire obtenir dans les plus brefs délais. Il vient donc au commissariat, un jour qu'on avait pris rendez-vous, je lui fais donc sa carte. C'était suffisant pour savoir qui il était, avec qui il vivait, etc. Ça lui a pas porté chance, puisqu'on l'a retrouvé il flottait au fil de l'eau dans la Marne. Et comme il fallait faire une enquête et une procédure pour qu'il soit inhumé, c'est moi qui ai fait l'enquête. Voilà, une enquête où on n'a pas retrouvé, vous voyez. Donc
qu'il a été enterré pieusement. Résister implique des risques. Très nombreux sont les policiers qui ont été arrêtés, déportés, fusillés. À tel point que de toutes les administrations françaises, c'est la police qui a payé le plus lourd tribut à la résistance. Mais sans rien dire à personne, hein, d'autorité. Ils me prennent, ils m'emmènent. Je n'ai même pas le temps de parler avec mes collègues, ni rien du tout, ils m'emmènent. Puis ça a été très rapide d'ailleurs. Et je me trouve donc au 36 quai des Orfèvres, dans les étages, au service du commissaire divisionnaire Père Milleux, lequel vient me voir en me disant « Ah, vous l'avez gagné le cocotier !» Je me rappelle toujours. Alors moi je fais l'étonné évidemment, d'abord. Au juge, je ne savais pas pourquoi il m'avait emmené d'ailleurs. Hein. Je dis « Excusez-moi, mais je ne suis pas du tout au courant, j'ai rien gagné du tout. » En moi-même, je me disais, je ne suis pas tellement bien parti dans cette affaire. Moi, évidemment, je n'allais pas leur dire tout de suite, oui, c'est vrai, je résiste. Et il me dit d'ailleurs, on va vous mettre en confrontation. D'ailleurs, on a arrêté un monsieur qui est juif, vous allez voir, il a dit que c'était vous. Moi, je fais l'idiot, si on peut dire. Et je dis, moi, je suis entré dans la police, je suis pas entré dans la résistance, là. Hein, vous voyez Et quand on me l'a mis, ce jeune juif, donc, devant moi, c'était quelque chose d'épouvantable, parce qu'il avait une tête, il était méconnaissable. Tellement il l'avait tabassé, mais quelque chose. Et évidemment, ils me disent, ben voilà, comment tu vas te retrouver si tu continues, etc. Alors là, c'était plus fort que moi, je les ai traités de tous les noms. Je dis, vous n'avez pas honte de mettre un homme dans cet état? D'abord, comment voulez-vous que je le reconnaisse dans l'état où vous l'avez mis? Mais vraiment, il était méconnaissable. Hein. Il avait une tête, un nez. Bon. Et je les traite de tous les noms. Alors là, ça a été ma fête. Là. Évidemment, ça a commencé à prendre des coups. Bon. Donc, on a eu l'idée de nourrir, pour quelques jours bien sûr, ceux qu'on attendait de faire passer au maquis, en volant des vivres dans les réserves des GMR. Puisque les GMR étaient nourris en caserne tous les midis, et pour ceux qui étaient célibataires et qui étaient logés, ils étaient aussi nourris le soir, donc il y avait des vivres. C'est comme ça que je me suis fait arrêter. J'ai été arrêté dans mon propre bureau, peut-être bien un peu dénoncé, c'est possible. Interrogé par un fonctionnaire de la PJ, un inspecteur, qui, je dois dire, n'a pas été très offensif. On a fait une perquisition chez moi, on n'y a évidemment rien trouvé. Et ce garçon s'est certainement posé des questions, mais il est resté très en arrière, si vous voulez. On n'est pas allé plus loin. Et je me suis donc retrouvé inculpé de vol, ce qui était pour moi finalement une chance, parce que je me suis retrouvé devant le tribunal correctionnel, alors que si j'avais été arrêté pour mes autres activités, ça aurait été beaucoup plus grave, parce que je me serais retrouvé devant la section spéciale de la Cour d'appel. Et là, c'était un minimum de 10 ans, avec le risque qui est arrivé de nombreuses fois de me trouver finalement remis aux Allemands. Parce qu'un certain nombre de nos camarades policiers résistants qui ont été arrêtés par des services de police français se sont retrouvés finalement chez les Allemands et déportés. Dans la condamnation qui touche l'action de la police sous l'occupation, il faut se garder d'oublier la véritable responsabilité qui est celle de Vichy. Entre le devoir normal d'obéissance et la fidélité au maréchal, et la compréhension que nous vivions une période exceptionnelle dans laquelle s'imposait un impérieux devoir de désobéir. Mais désobéir, c'est grave, hein. On ne peut pas désobéir comme ça parce qu'on a envie de désobéir, surtout qu'à l'époque, la désobéissance pouvait avoir des conséquences extrêmement fâcheuses, extrêmement graves. Le simple fait de marquer une volonté de non-zèle avait été déjà signalé par une circulaire de Bousquet, qui disait que tous les fonctionnaires qui feraient montre d'un manque de zèle devraient être immédiatement révoqués, internés et placés sur la liste du premier départ au STO. Donc c'était clair. Et ça pouvait vous amener infiniment plus loin
si vous désobéissiez dans des conditions plus graves. Alors, entre tout cela, bon, il y a les gens qui ont désobéi en essayant de le faire pas trop bêtement, c'est-à-dire pour ne pas se faire prendre tout de suite. Il fallait que ça dure aussi, c'était important pour les organisations de résistance de conserver des fonctionnaires qui renseignaient, qui étaient eux-mêmes résistants, mais qui étaient à l'intérieur du système, à l'intérieur des administrations. Il y a ceux, les plus nombreux, qui ont essayé de survivre en se compromettant le moins possible, et puis il y a ceux qui se sont embarqués sur ce vilain bateau, et qui ont exécuté sans trouble de conscience. Il y en a même qui ont pris plaisir. Il est évident que vous avez des gens dans certains services, comme les SAP, les sections des affaires politiques, dans les brigades de province, ou aux sections spéciales de la préfecture de police de Paris, qui ont découvert tout d'un coup qu'ils avaient un pouvoir énorme, qu'ils pouvaient torturer un homme, qu'ils pouvaient le faire. Ils se sentaient donc investis d'une puissance terrible. Il y a aussi l'appât du gain et de l'avancement qui a joué, parce qu'il y avait des primes, il y avait un avancement rapide pour ceux qui faisaient du zèle. Et ils n'ont pas répugné, pour certains, à faire des choses épouvantables. C'est sûr qu'il y a là toute une face noire de la police à l'époque, et c'est une des hontes de Vichy d'avoir plongé les fonctionnaires de police dans des situations aussi épouvantables. Certains, il faut le dire aussi, il ne faut pas avoir peur de le dire, ils ont peut-être pris goût. Certains ont torturé des gens qu'ils arrêtaient. J'ai connu, moi, des résistants qui ont été torturés par des fonctionnaires français. Le 15 août 1944, les policiers parisiens se sont mis en grève. Au matin du 19 août, population parisienne qui n'en croit pas ses yeux voit le drapeau tricolore flotter au-dessus de la préfecture de police. L'insurrection parisienne commence dans le plus improbable des lieux, la préfecture de police. La police parisienne va jouer pendant cette semaine insurrectionnelle un rôle central. À la Libération, la ville s'est enfuie, mais il a été vite repris, condamné à mort par la Cour de justice, puis gracié. Je ne sais pas ce qu'il est devenu par la suite. Santoni a été pris beaucoup plus tard, lui, en 1945 ou 1946. Il est passé en Cour de justice, il a été moins frappé que la ville, mais je ne sais pas non plus ce qu'il est devenu. Robert, alors Robert, nous avions reçu l'ordre le 14 août, de bouche à oreille, de même, nous sommes en grève. Et il a répondu à cet ordre de grève, le 15 août. Sur le trajet, il était à bicyclette, puisqu'il n'y avait pas de transport en commun. Le maire provisoire des Lilas, là où il habitait, juif, l'a rattrapé en vélo et l'a descendu à coups de revolver. On m'a dit également, et j'ai tout lieu de le croire, qu'il n'est pas mort sur l'instant, il a été transporté dans un hôpital voisin, et sur son lit de mort, il aurait dit « Pourquoi m'a-t-on fait ça ?» Il faut dire que Robert arrêtait des Juifs, même dans le voisinage immédiat de son domicile. Dès la Libération, les policiers figurent parmi les premières victimes de l'épuration sauvage. Très rapidement, une épuration administrative va se mettre en place. Car contrairement à une idée reçue, la police a été épurée. Elle l'a même été violemment, profondément. L'épuration a été longue, elle a été sanglante, elle a laissé des cicatrices indélébiles dans la police. On ne voit pas comment une société française n'aurait pas cherché des boucs émissaires à sa propre passivité et à sa propre lâcheté. Très souvent, les policiers incarnaient parfaitement la visibilité de la collaboration. Ajoutons à cette pression de l'opinion publique des résistants qui voulaient bien sûr venger leurs camarades, souvent victimes de policiers français. Et parmi ces résistants, les communistes. Non seulement parce que les communistes ont eu le plus de victimes à cause de la répression policière française, mais parce qu'ils poursuivaient peut-être un but politique qui était d'affaiblir la police dans une hypothétique prise de pouvoir. Mais les acteurs les plus efficaces de cette épuration sont les policiers eux-mêmes. L'auto-épuration dans la police explique la violence, la profondeur
de cette épuration. Les policiers profitent de l'épuration, bien évidemment, pour régler de vieux comptes syndicaux, politiques, hiérarchiques. L'épuration crée des places et permet des promotions extraordinaires, inespérées, inattendues. Mais ajoutons encore que cette épuration va permettre à ceux qui y ont échappé de gagner une virginité. Désormais, l'épuration était si violente et si profonde que le policier qui reste en place est forcément irréprochable sur le plan du patriotisme. Ça explique que cette épuration a duré en réalité dans ses séquelles administratives judiciaires jusque dans les années 50. J'ai eu à m'occuper d'un certain nombre de cas de révocation de ce genre, car des gens demandaient leur intégration. Et j'ai vu d'une part des gens qui avaient été révoqués pour des motifs vraiment bien faibles, c'était un peu le retire-toi de là que je m'y mette, et d'autres qui avaient été révoqués avec vraiment des conditions très largement suffisantes, et je me disais que pour certains, ils avaient bien de la chance de s'en être tirés comme ça. Peut-être 10 années avant que je ne parte en retraite, en 1966, une nouvelle m'a touché beaucoup plus que d'autres jeunes, d'autres de mes collègues qui n'avaient pas vécu cette période. C'est que tous ces gens-là, même les inspecteurs des RG qui avaient traqué du résistant, ils ont obtenu des dommages-intérêts, c'est-à-dire qu'ils ont eu chacun un déroulement de carrière normal, comme s'ils étaient restés parmi nous, inspecteur principal, inspecteur divisionnaire, avec un échelonnement de salaire, et ils sont partis avec des millions en poche, avec la seule condition de ne pas réintégrer le personnel de la préfecture de police. Quelques semaines après la libération, j'étais militaire, je m'étais engagé à la casernerie dans le 1er bataillon de Paris, dans la compagnie Reymann. Et un soir, j'avais une permission de minuit, je vais au cinéma, boulevard Voltaire, à la Savoie, et dans la salle, je reconnais un gars qui était avec moi à l'école communale, que je connaissais du quartier. Sous l'occupation, je l'ai vu en uniforme allemand, il était de la LVF, des SS ou je ne sais trop quoi. Et quand je l'ai vu, je suis allé à la sortie du cinéma où il y avait des policiers toujours en faction, et j'ai dit, il y a un collabo, il faut absolument l'arrêter. On est allé avec les flics au commissariat rue Chanzy, j'ai raconté mon histoire, et le brigadier qui avait commencé à consigner sur son cahier de notes, il me dit non. Alors je dis Victor Ziegelman. Il me regarde, il me dit t'es juif? Je dis oui. Et alors? Oh, il dit vous n'allez pas recommencer à nous emmerder. Et puis je suis resté là, muet, ne sachant plus quoi faire, portant les 4 années d'occupation sur mes épaules, comme si j'étais coupable de quelque chose. Et puis je suis parti, le gars est parti, et puis l'histoire s'est terminée comme ça. Le flic avait probablement conservé tous ses réflexes de l'occupation et qu'il n'en était pas encore sorti. Et qu'il n'avait aucun remords ni aucun regret. Voilà. Et on reproche maintenant au général de Gaulle d'avoir donné la Légion d'honneur à la préfecture de police, de l'avoir donné la médaille de la Libération, et qu'il l'a fait ça promptement, parce qu'il est venu à la préfecture de police avant de contacter les mouvements de résistance. Moi, je crois qu'il avait besoin d'une formation de police bien ancrée, bien professionnelle, pour maintenir son régime. Quand j'ai vu en 1944, quand je suis rentré en 1945, la fourragère rouge sur les uniformes de la police parisienne, j'étais bouleversé et indigné, car que l'on donne la Légion d'honneur à titre posthume ou à titre non posthume à ceux qui ont fait quelque chose, oui, mais qu'on la donne à un corps, et quand on sait ce qu'il fallait pendant la guerre 14-18 pour qu'un corps militaire reçoive la Légion d'honneur, personnellement j'ai été scandalisé, et j'ai commencé à comprendre qu'il allait y avoir une politique de réhabilitation. Parce que tous les policiers étaient des résistants ce jour-là. C'était des grands résistants, les policiers. D'ailleurs, on leur a attribué la fourragère rouge à la préfecture de police parce qu'ils avaient tellement bien résisté que... Je plaisante, hein.
On ne méritait pas la Légion d'honneur. Voyez-vous, après-guerre, j'aurais aimé entendre que des policiers disent « Sous l'occupation, j'étais jeune, j'étais con, je ne savais pas à quoi mon travail allait aboutir ». Pas plus que les Juifs qui se laissaient arrêter n'imaginaient le pire. On ne pouvait pas imaginer l'inimaginable. Et comme je vous disais, j'aurais aimé qu'un policier, non pas en fasse repentance, se batte la coulpe, se frappe la poitrine, mais dise « Je n'imaginais pas, au moment où j'exécutais, j'obéissais à ses ordres, que j'étais le maillon d'une chaîne qui aboutissait à des massacres ». Je ne l'ai jamais entendu.